Yo tout le monde, c'est Julien Ristic SimCockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, vous l'avez compris dans la miniature, on va parler de 3 expériences de simulateurs dynamiques, 3 visions, mais surtout on va parler de compensation de mouvement. Une problématique qu'on retrouve dans les simulateurs dynamiques, que j'ai retrouvé au travers de mes expériences et que je voulais partager avec vous, et puis surtout en discuter ensemble. Donc dans les commentaires, je sais que ça va s'enflammer un petit peu, donc surtout on reste courtois, puisque c'est un sujet dont les avis divergent, qui va mélanger technique, technologie, et puis physique, et surtout ressenti. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à discuter ensemble de votre expérience ou de votre projet futur. Mais juste avant, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. J'avais envie de tester avec vous et vous donner mes impressions en live sur la façon d'utiliser un système dynamique. Et moi, finalement, je pense qu'il y en a 3. Donc, il y en a une première qui va être avec les écrans qui sont rattachés au simulateur, donc directement au châssis. Une deuxième avec les écrans qui sont donc statiques et c'est uniquement le châssis qui bouge. Et puis une troisième où ce sera le pédalier et le siège qui bougent uniquement, mais le volant, lui, sera raccordé aux écrans. Et donc on va plutôt être sur la force G. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une des meilleures manières d'utiliser un système dynamique, sur du sim racing en tout cas. Et donc on va voir tout ça. Et pour vous donner mes impressions, donc rien de mieux qu'une caméra POV. Donc on va aussi utiliser la GoPro pour vraiment avoir la vision que je vois et les sensations sans doute, du moins j'espère, les sensations que je vis. En sachant que j'ai eu une très belle expérience et c'est la seule pour le moment avec les écrans donc, qui sont rattachés au châssis. Alors le système de fixation il est vraiment un petit peu simpliste et très basique et voire même un petit peu précaire avec un petit peu fait maison avec des pièces qui sont réutilisées du châssis Track Racer TR80. Donc c'est pas non plus un énorme châssis très lourd et très rigide. On va utiliser les vérins Simrig SR3 qui sont des vérins très puissants, même beaucoup trop par rapport à ce poids de châssis. On verra qu'après quand on montera tout ça sur mon châssis principal, donc avec uniquement une partie du châssis qui va bouger, donc le siège et les pédaliers, le volant sera rattaché à la base. On verra que là le SR3 risque d'être un petit peu plus en difficulté ou sollicité à son plein potentiel vu que le SR3 est quand même parmi le plus puissant des systèmes dynamiques de chez Simrig. Un système qui est vraiment très plug and play, très intuitif, très facile à installer. Je vous remets le lien de la vidéo si vous l'avez loupé. Donc c'est toute une vidéo en fait de review sur ce produit et que j'avais testé uniquement avec les écrans qui sont donc installés avec le châssis et qui vont donc bouger en fonction de mes mouvements. Donc ma vue des écrans va bouger quand mon châssis bouge. On va voir tout ça juste après. Alors pour l'aviation, j'ai aussi fait des tests en sachant que c'est plutôt en mode bêta. C'est d'ailleurs dans le logiciel Simrig, c'est affiché en bêta. Le débattement de 70 mm des SR3 et d'ailleurs du SR1, SR2, SR3, ils sont identiques, c'est juste la charge totale qui va changer. Le débattement, donc finalement, la longueur de course de ces vérins est sans doute un petit peu trop courte pour faire de l'aviation et pour vraiment sentir les montées, les descentes et avoir des virages qui vont quand même bien s'incliner, en sachant que sur les virages, il était plutôt bon. Mais c'est vraiment sur le côté montée-descente où c'était pas assez réaliste à mon goût. Et puis pas mal sollicité, donc du coup c'est très bruyant, surtout dans un environnement d'un avion qui est quand même relativement silencieux comparé à un moteur de voiture. Et donc on va pas se concentrer sur la partie aviation dans cette vidéo. Donc la première partie, c'est à l'intérieur d'un châssis avec les écrans qui sont donc installés dessus et qui vont bouger. Je vous montre un petit peu comment j'ai fixé ces écrans-là. C'est des écrans Full HD, donc 27 pouces, très simple. J'ai pas peur de les abîmer et je pense que de toute façon, ils ne s'abîment pas avec une telle fixation. On peut même y mettre donc les bezels FreeKit pour éliminer les bordures noires. Donc on a vraiment une vision panoramique avec un angle de 55 degrés. Ça, c'est de toute façon une valeur que vous allez renseigner dans le logiciel, mais qui s'ajuste en fonction de votre ressenti. L'important, c'est que vous vous sentez à l'aise dans l'environnement de la voiture virtuelle. Alors, il y a aussi une autre façon d'utiliser, c'est bien sûr avec un casque VR, où là, les écrans n'ont pas besoin d'être installés sur le châssis, bien évidemment, vu que tout va se passer dans le casque VR. Alors, il y a des options au travers du logiciel Simrig pour annuler finalement donc, toute une partie VR, pour annuler avec des modes de correction, pour verrouiller la tête au siège.
C'est des choses que j'ai pas trop paramétrées et dont j'ai pas eu le besoin. Moi, j'ai beaucoup aimé le ressenti tel quel. En tout cas, vous savez que vous avez ces options-là pour les fanas de VR et ceux qui vont uniquement rouler en VR. On a mis la petite ceinture aussi, le petit harnais de chez Track Racer. Probablement le harnais le moins cher du marché. Très, très sympa, hein, je recommande. Donc on n'aura pas trop d'immersion, on ne cherche pas l'immersion. L'idée c'est de vous montrer qu'est-ce que ça donne. On a un petit volant de chez Cube Control. Alors voilà, des petits tests déjà. Donc on a vraiment tous les écrans qui vont bouger en même temps que le châssis. On entend peut-être un petit peu la fixation de l'écran faire un petit peu de bruit. Ce qui va faire le plus de bruit dans cette vidéo, c'est clairement... Alors, ce serait bien de rouler correctement. Ce qui va faire le plus de bruit, c'est vraiment le siège, hein, dont la fixation est littéralement rincée. Donc dans ce mode-là, ce qui est important, c'est surtout que la vue du simulateur, hein, la vue du cockpit, elle ne bouge pas. Parce que évidemment, vous avez cette option-là dans chacun des simulateurs d'avoir le mouvement de tête. Donc là, le mouvement de tête a été coupé. Donc j'ai quand même bien senti la voiture là partir. Alors après, c'est un mélange de, bien sûr, des vérins, mais aussi... Oula, là, elle est trop partie. Mais au moins vous appréciez les petits mouvements et le choc. On a perdu l'aileron arrière et le choc. Voilà, pas mal de remous. Bon, c'est un carnage, hein, les gars, évidemment. On ne roule pas non plus sérieusement. Bon, là, je pense que sans l'aileron arrière, on a un petit peu mal. Donc vraiment, là, le ressenti sur le sable, les petites vibrations, très sympa. Alors, est-ce que c'est un bon réglage, un bon preset au niveau du SimRig? De toute façon, il y a pas mal d'ajustabilité, hein, donc chacun verra midi à sa porte. Moi, j'ai insisté en tout cas sur les effets de montée et descente, donc la géométrie de la piste. Ça, c'est quelque chose qui était assez important pour moi. Donc là, la voiture penche légèrement vers l'avant. Et puis sur le raidillon, voilà, tout le système va se réincliner tout en me gardant l'effet des bosses. J'essaye de tourner un petit peu la tête pour que vous voyez un petit peu le niveau d'immersion. Mais moi, vraiment, c'est un régal, hein, tout de suite. Voilà, la voiture qui penche en arrière sur le freinage. Un petit peu de violence, hein, quand même, hein, avec mes mouvements de volant. Pas de quoi non plus me donner du motion sickness, donc limite un effet mal de mer. Hein, ça m'est arrivé d'avoir un effet mal de mer. Parce que sans doute trop d'effets, trop de secousses. Sur des réglages que j'ai fait moi-même, hein, évidemment, hein, donc par défaut. Ce sera quand même plutôt accessible à tous, mais avec une plage de réglage quand même assez importante pour dynamiser les mouvements. En tout cas, il n'y a pas d'option dans le logiciel qui va définir que vous êtes en train de jouer avec un écran ou plusieurs qui sera donc attaché ou statique. Ça, le logiciel SimRig s'en fout. En revanche, comme je l'ai dit, c'est vraiment des paramétrages dans chacun des simus. Donc là, c'est le mode Ultimate qui va être sur le mouvement de tête. Et iRacing aussi à ça. Bon, là, on ne cherche pas à faire le tour parfait.
beaucoup de vibrations sur les bosses. Évidemment, le shifter, le petit à-coup, qu'on peut aussi avoir avec un bass shaker. Pas du tout de motion sickness, hein. Je me sens plutôt bien, plutôt frais. L'envie d'être performant. Alors c'est vrai que là, sur ce changement, cette petite correction, il est peut-être un petit peu trop violent. Ça pourrait s'adoucir. Mais c'est vrai que là, c'est pas des sensations... Enfin, c'est un mélange de tout. De l'asphalte, des forces G. Des secousses de la voiture. Est-ce que c'est pas un peu trop? Et surtout, pas si réaliste que ça? Bah écoutez, c'est ce que je vais vous dire de toute façon dans la suite des tests. Surtout au moment où on installera, et en plus, bon, on est là pour s'amuser, hein. Et surtout quand on l'installera sur mon châssis principal avec un petit peu toutes les lanières et tout, et uniquement le siège et les pédales qui vont bouger, je pense que là, ça va être quand même assez différent et assez intéressant de travailler uniquement sur les forces G qui sont finalement les forces qu'on ressent quand on est dans sa voiture de tous les jours, hein. On n'est pas quand même chahuté autant par sa voiture dans la vie de tous les jours. Très mauvais temps. Mais c'était pas l'objectif. Donc voilà pour ce test avec les écrans intégrés. Alors petit temps mort, si vous êtes toujours là, c'est que la vidéo vous plaît, donc on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et on enchaîne avec l'installation numéro 2. Alors comme promis, ça y est, on a installé les écrans donc séparément du châssis dynamique. Donc j'ai dû prendre les écrans qui sont sur mon autre châssis, qui ont donc un support, hein, qui permet de les déplacer et de positionner comme on veut. J'ai bien sûr enlevé le système intégré précédemment qui était en 27 pouces, là on est en 32. Donc pas de problème évidemment pour mettre les bezels FreeKit. Et donc dès les premiers tours de roue, je me suis rendu compte qu'on a un problème. Alors je ne sais pas vraiment par où commencer, on va peut-être commencer par les avantages. On va pouvoir mettre des grands écrans. Là en l'occurrence c'est plus facile de mettre des 32 pouces, ce sera encore plus facile de mettre des téléviseurs 43-55 pouces, vu qu'ils vont être solidement accrochés au support écran. Et puis surtout, c'est vrai que c'est pas des écrans, tant des 27 pouces que des 32, que des 55 pouces, encore moins, des écrans qui sont prévus pour être, pour vibrer, pour bouger, hein, ça c'est certain. Donc sur la durée de vie des écrans, évidemment, un système donc d'écran déporté du châssis, en principe, devrait ne pas tuer les écrans, si tant est qu'un système intégré tue les écrans. Moi, pour le moment, j'ai pas eu de soucis. Je sais qu'il y a pas mal de commentaires, pas mal de discussions aussi, où personne se plaint d'avoir flingué des écrans parce qu'ils bougent. Mais c'est vrai que c'est un gros avantage, et en termes de durée de vie, sans doute, d'avoir les écrans comme ça qui ne vont pas bouger. Mais surtout, on va pouvoir mettre des gros écrans. Est-ce qu'il y a d'autres avantages ? Je ne sais pas trop, parce que on va y venir juste après. On a un petit problème quand même, à mon sens, de désynchronisation des mouvements du simulateur, des vérins, par rapport à ce qu'on voit dans les écrans. Et puis surtout, on a un gros problème d'immersion lié à la distance des écrans. Donc là, vous voyez quand même que j'ai pu quand même mettre les écrans relativement proches. Ça veut dire que la base doit être quand même assez basse, hein, finalement, de manière à pouvoir gérer tout le débattement des vérins, parce que si c'est trop collé à la base, si je vais utiliser 100%
de la montée des vérins, je risque de cogner, c'est même sûr. On va lancer tout de suite le testeur d'axe de chez Simrig et on va voir que en tangage, voilà, j'ai toute l'amplitude sans toucher sur les écrans, donc ça c'est parfait. Au niveau du roulis, voilà. On recentre et le fouissement, donc je vais pouvoir monter au maximum et vraiment je ne touche pas. On va descendre, voilà. Et si j'ai du fouissement max plus du tangage, voilà, ça ne touche pas. Donc ça, c'est l'inconvénient, c'est-à-dire qu'il faut positionner la base de manière à être sûr de ne pas venir cogner avec les écrans. Donc problème résolu, on va dire, mais on a quand même une base qui est relativement basse. Bon, voilà. Après, le problème des supports comme ça séparés, c'est qu'on ne va pas forcément pouvoir justement rapprocher la base au mieux, et bien souvent, les gens vont plutôt mettre les écrans derrière la base, donc ça sous-entend avoir une base relativement courte, relativement compacte, de manière à ne pas perdre en recul et en positionnement de l'écran. En tout cas, c'est ce que je recommanderais du coup pour quelqu'un qui voudrait prendre un support séparé du châssis et donc de ne pas aller sur une base par exemple Evo Pro. Là en l'occurrence c'est une Evo Sport qui est un petit peu plus compacte, et donc c'est vrai que j'aurais pu mettre les écrans derrière, et c'est évidemment ce que j'aurais fait si j'avais 3 écrans 55 pouces. Mais sinon le gros problème quand même, ça reste l'inconvénient principal pour moi, c'est la désynchro. Et c'est un problème connu, puisque là, en testant vraiment dans les conditions un petit peu chez soi, où on a le temps de peaufiner les réglages qui sont liés par exemple aux simulations comme iRacing, comme Le Mans Ultimate, là on est par exemple sur iRacing, où il y a un petit peu plus de réglages par rapport à la vue du pilote, notamment le roll châssis, pitch châssis, neck motion et le rotate with velocity. Bon, alors après, c'est un petit peu mal foutu, n'empêche, chez iRacing, parce que on dirait que c'est à l'envers, le neck motion, et donc finalement, il faut mettre sur 0 pour pas qu'il y ait de vibration. Et si on met à 100%, donc on va resetter la vue, si on met à 100%, on a les vibrations. Et vous allez le voir, je vais mettre la GoPro juste après, on a un gros souci quand même d'immersion, puisqu'en fait, le mouvement du châssis ne va pas correspondre avec la vue qu'on a à l'intérieur. Alors évidemment, tout ce qui est boss, tout ce qui est vibration vont correspondre, ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, comme les vérins reçoivent la télémétrie du jeu, et donc finalement la position de la voiture et des roues de la voiture, et ne va pas utiliser la position du corps pour appliquer cette position du corps dans les vérins, on a un gros problème en fait de désynchronisation entre la vue et les effets qu'on reçoit dans le châssis. Pas les effets, mais on va dire la position du châssis, notamment sur le roulis. En plus, en étant sur un système 3DOF, on ne va pas avoir tout ce qui est yaw et surge. Donc peut-être que, et ça ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, j'espère, en ayant un système vraiment qui va inclure du 6DOF, peut-être que sur du 6DOF, un système avec triple screen, donc séparé, ou un seul écran d'ailleurs, séparé va être un petit peu plus réaliste, ça ce sera à vérifier, mais dans un système 3DOF, en fait, il va manquer un déplacement des vérins, a priori, qui va peut-être correspondre un peu plus à la réalité de ce qu'on voit. Alors, c'est un problème finalement qui est connu. Certains, et justement je ne juge pas du tout ceux qui vont malgré tout aimer cette situation-là et ne pas faire attention à la désynchro, c'est-à-dire à la position de la base par rapport au tableau de bord, parce que c'est finalement ça qui va se décaler principalement et qui va être gênant. Donc vraiment les gars, si vous aimez comme ça, il n'y a aucun problème évidemment, mais après c'est quand même un problème connu au point même que, et c'est peut-être la limite d'un système comme Simrig SR3, après on verra les développements logiciels chez eux et chez les autres vendeurs, mais on sait que Cubic System a créé un système qui s'appelle Screenway et qui va donc, je vous mets en plein écran les différentes infos qui viennent du site, et qui va donc pouvoir un petit peu rentrer dans la caméra du jeu et adapter vraiment la position de vue du pilote par rapport à ce qu'on est en train de vivre en termes d'immersion. Donc ça s'appelle Screenway, c'est malheureusement uniquement disponible sur des systèmes cubiques.
c'est peut-être la valeur ajoutée aujourd'hui d'un système cubique, hein, clairement, en sachant que ça marche sur du 3DOF, mais aussi sur du 6DOF. Évidemment, on ne pourra pas appliquer les effets de vue du 6DOF quand on n'a qu'un système 3DOF. Tout ça est expliqué finalement sur leur page. Et donc c'est peut-être la petite cerise sur le gâteau d'un système comme Cubic System. On verra ça peut-être, j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de l'essayer. Mais au moins vous êtes avertis, si vous vous posez des questions sur comment installer sur un système dynamique, si vous allez mettre des écrans séparés ou intégrés, finalement, les deux sont faussés, hein, clairement. Hein. De toute façon, c'est pas en ayant un système intégré qu'on va avoir la position en fait réelle, mais du moins elle correspondra avec ce qu'on voit dans les écrans, vu que c'est les écrans qui vont eux-mêmes s'incliner, et ainsi que finalement le vérin. Mais c'est pas tout à fait non plus la vraie physique, on va dire. Le système avec des écrans sur un freestand, hein, donc finalement des supports libres qui sont détachés du châssis, alors là on est à mon sens encore plus désynchronisé, voire même complètement désynchronisé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là vous verrez sans doute dans la vidéo, c'est quand même assez exagéré. Peut-être c'est parce que aussi j'ai mis quand même une grosse intensité sur les effets de roulis donc dans SimRig, mais en même temps je veux que ça bouge quoi. Donc finalement si c'est pour coller à la réalité, il faut réduire les effets de ces vérins et la puissance de ces vérins, ça sert à rien d'acheter des vérins aussi chers déjà d'une part, prendre peut-être un peu moins puissant, un peu moins de débattement. Et en fait, c'est juste pas immersif, du moins pour moi, hein, c'est mon avis. Hein, je veux pas imposer finalement mon idée, hein, c'est à vous de vous la faire. Après, je vous apporte un peu des éléments de réflexion à travers ces rushs vidéo et la description de mon expérience. Mais je pense que c'est assez net, quoi. J'aurais peut-être dû mettre même des petites bandes blanches. Même si là, on a une petite translation gauche-droite du cockpit. Alors, ce qui n'aide en fait finalement pas du tout. Donc, assez déçu, mais c'est pas grave parce que on va tester, comme je vous l'ai dit, une troisième solution qui elle, risque d'être quand même assez cool, assez compliqué quand même à mettre en place, mais qui va résoudre tout simplement le problème qu'on a là, c'est-à-dire que la base ne suit pas le cockpit. Et donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est de détacher la base volant des vérins, et ça va donc être raccordé à des écrans, et ça devrait être quand même nettement plus sympa. Et finalement la télémétrie de la force G qu'on va recevoir va correspondre déjà beaucoup plus puisque les effets de tangage vont être vraiment notre corps qui va être projeté en avant. Alors c'est sûr que sur un freinage, notre siège ne se déplace pas, donc je pense que c'est un compromis hein, de toute façon, et c'est toujours comme ça, de toute façon c'est l'affaire de compromis. Voilà, donc on va démonter tout ça, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, et on se retrouve juste après donc sur la troisième expérience. A few moments later. Et donc de retour pour la troisième option, donc un bon petit moment plus tard, je dirais même pas mal d'heures, pour donc basculer les vérins sur mon châssis principal. Donc c'est un châssis un petit peu immersion, je vais vous montrer avec la GoPro juste après, un châssis que vous connaissez bien maintenant si vous suivez la chaîne. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a uniquement mis les vérins sur la partie siège et le pédalier. Et donc on est sur un système déporté pour le volant, les écrans, tous les accessoires.
Alors c'est un petit peu de fortune, hein. Il y a moyen de renforcer ça, j'ai fait avec les pièces que j'avais, donc ça reste l'inconvénient principal de cette installation, c'est que ça va vous demander finalement presque un deuxième châssis supplémentaire. Et donc finalement au cours du montage, je me suis rendu compte qu'on était quand même sur un système très proche d'un seat mover, donc un déplaceur de siège en français. Donc c'est des systèmes que vous avez sûrement déjà vus, qui sont donc largement moins chers qu'un système de 4 vérins qui va donc permettre de faire du 3 degrés of liberté, donc 3 DOF, alors qu'un seat mover va n'en faire que 2. Donc il y aura seulement le roulis et le tangage, alors que les vérins vont pouvoir faire du levage ou du fouissement, comme ils l'appellent dans le logiciel de Simrig. Et donc finalement on se rend compte assez rapidement que avoir un tel système en vérin sur finalement une utilisation si faible, c'est peut-être un petit peu surdimensionné. Alors c'est vrai que du coup on a quand même le levage, chose que n'a pas les movers de siège, les déplaceurs de siège, les sièges déplaçants, les seat movers. Alors est-ce que c'est pas un petit peu overkill une installation avec 4 vérins quand on sait qu'on va très peu utiliser finalement les 3 axes? Vous allez voir tout de suite dans la configuration de Simrig. Donc on est dans le logiciel Simrig, alors Simrig Control Center. Donc on est bien dans iRacing avec la Porsche. Voilà, c'est vrai qu'il y a des profils, donc en fonction des voitures ou du jeu, vous allez pouvoir tout de suite retrouver votre profil. On en avait parlé dans la vidéo dédiée au Simrig. Alors dans les paramètres, on a à la fois les forces et l'allocation des axes. Donc c'est un petit peu, à mon sens, des paramètres qui se mélangent un petit peu. Donc le plus simple, c'est de mettre tout à 100% sur les forces, puis ensuite de régler l'allocation des axes. Et vous voyez donc que l'allocation des axes sur cette config là, voilà ce que j'ai défini finalement, c'est 5% de tangage vers l'avant, 5% de tangage vers l'arrière, un petit peu plus de roulis parce que finalement ça va être la force G qui nous intéresse le plus, et en termes de levage on est très faible. Alors les paramètres d'intensité, j'ai préféré mettre sur normal parce que finalement sur brut, je ressens comme un peu une latence sur les translations et le roulis ne se recale pas forcément tout de suite. Mais voilà, sur le changement de vitesse, on voit que c'est carrément désactivé parce que finalement, j'ai pas du tout aimé la secousse qui nous plonge vers l'avant. Et c'est vrai que là, cette installation, vous le verrez avec l'autre caméra, il y a quand même le bass shaker qui va donc nous donner la vibration sur les passages de rapport. Sensation que j'aime beaucoup. Il y a une vidéo dédiée d'ailleurs aussi sur les bass shakers et c'est finalement toujours la même chose. J'en ai que un maintenant à l'arrière et ça suffit amplement pour donner la secousse qu'on peut ressentir avec un embrayage qui est plutôt central et un moteur à l'arrière comme sur la Porsche. Ensuite, suivre la géométrie. Donc, en tout cas, j'ai coupé ces effets donc avec les vérins. Suivre la géométrie de la piste. Idem, j'ai enlevé aussi parce que finalement on est perdu entre la force G et finalement le déplacement, la position de la voiture sur la piste. Donc finalement c'est soit l'un soit l'autre. Ça va être un petit peu dans les avantages, inconvénients. On va reparler de cette petite fonction là. Augmenter le roulis en survirage, pas eu besoin. Par contre, je suis allé mettre beaucoup plus d'effets sur les bandes rigueuses. Le verrouillage de la roue, donc un tout petit peu, donc c'est l'ABS et tout, et les wheel lock, donc ça c'est à vous de gérer ça. C'est vrai que j'en ai mis un petit peu aussi, alors que finalement sur un système avec les châssis intégrés, je n'utilisais quasiment pas cet effet-là. Et puis tout ce qui est post-traitement, on n'a pas touché. L'avantage d'une installation comme celle-ci, c'est que par rapport à la longévité des écrans, parce que c'est un sujet qui finalement revient souvent dans les commentaires, les discussions, moi c'est quelque chose auquel j'ai pas envie de prêter attention. En tout cas, sur un système comme celui-ci, forcément les écrans ne bougeant pas, il n'y a aucun risque qui s'abîme. Le deuxième avantage, ça on va le voir juste après, c'est qu'on a bien un volant qui est centré avec le tableau de bord et qui va l'être tout le temps. Vous le verrez juste après dans la GoPro. Donc après, les autres avantages, ça va être le fait que, par exemple, la lanière qui est ici, elle va, comme le siège bouge, mais elle est fixée, hein, donc on va dire l'extrémité de la lanière, elle ne bouge pas, donc on va clairement voir les effets de mouvement de la lanière, donc ça rajoute de l'immersion. Globalement, finalement, l'avantage de toute façon d'un tel système, c'est l'immersion. C'est un système qui, pour ma part, a été largement inspiré des vidéos de race et du contenu d'un youtubeur européen, je sais plus, polonais peut-être, allemand, Race Beyond Meter, qui lui utilise ses vérins de cette façon-là.
et qui donc va pouvoir avoir tous ces éléments décoratifs qui vont amener de l'immersion, et puis l'immersion finalement du roulis et du tangage va lui suffire, avec peut-être un petit peu de levage. Forcément, on va mettre un petit peu d'allocation dans le levage pour que les bosses, les bandes rugueuses, l'asphalte bouge un petit peu, mais on va pas partir à 100%. Et finalement, on le voit à nouveau dans le logiciel Simrig. Et finalement, on le voit à nouveau dans le logiciel Simrig. On n'est que à 46% de déplacement alloué. Alors, on n'est pas loin des 50%, donc c'est plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on est peut-être sur un système qui est un petit peu overkill, parce qu'il est capable le SR3 en l'occurrence, est capable de porter 250 kg. Là, on est beaucoup moins que 250 kg avec mon poids. Le châssis, effectivement, qui est en profilé alu en 160, donc un petit peu lourd. Mais donc c'est sûr que ça rajoute un petit peu de poids quand même par rapport à certains châssis. Peut-être chez vous, ce sera un petit peu plus léger. On a la plaque pour supporter les pédales, et puis les pédales, et puis je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais donc le siège, la glissière. Donc tout ça est certainement moins de 250 kg, je dirais même peut-être, allez, 150 kg. Donc on a vraiment une énorme marge. Donc est-ce que finalement on va gagner en réactivité parce qu'on n'utilise que 50% du déplacement alloué? J'en suis pas sûr. Donc sur un tel système comme ça, j'aurais presque envie de dire qu'un SR1, donc la version petite du Simrig, pourrait largement suffire, ou peut-être même d'autres types de vérins, un petit peu moins cher, un petit peu plus low cost on va dire, mais avec un débattement peut-être même d'ailleurs supérieur. Et finalement là, le débattement de 70 mm, étant donné qu'on n'utilise que 10% de levage, qui va se combiner un petit peu aussi avec le tangage vers l'avant, donc allez, on va dire 20% de déplacement des vérins sur la partie hauteur. Bon, en sachant que le roulis il joue aussi sur la hauteur. Bon, en tout cas, on va pas avoir besoin d'énormément de débattement, et donc un débattement de 70 mm, à mon avis, suffit largement pour une telle config. Et c'est vrai que des débattements de 150 mm d'autres systèmes se justifient davantage si on va utiliser des écrans intégrés, ou alors qu'on va être même en VR, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que la VR, là, on s'en fiche un petit peu du centrage des écrans, et puis de toute façon, il y a des systèmes de correction du centrage, donc de l'écran, on va dire, du tableau de bord par rapport au volant. Et après, c'est vrai que ce sera à votre convenance si en VR, vous voulez que votre volant ne bouge pas, ou que tout le système bouge et soit complètement suive à la fois la géométrie et suive à la fois les transferts de masse et finalement la force G. De toute façon, il n'y a pas vraiment de règles dans tout ça. Moi, cette vidéo-là, c'est pour partager un petit peu mon installation, mon expérience, parce que c'était quelque chose que je voulais tester pour en avoir le cœur net, pour savoir si j'allais aller plutôt sur cette voie-là, et plutôt qu'une autre. Mais je sais pas trop, parce que les inconvénients quand même, c'est que voilà, on l'a dit, c'est peut-être overkill par rapport au système, c'est un petit peu fastidieux à mettre en place, ça va demander beaucoup plus de profilés pour créer une structure dans la structure, donc voilà. Et puis on n'utilise pas, on n'aura pas tous les effets en fait, tout l'effet de levage qui peut être un petit peu faussé sans doute, mais qui va enlever du fun. Donc ça à prendre en compte. Donc maintenant, on va aller on board et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors ça y est, on est à bord. Donc déjà, petite chose aussi, vous voyez ce volant Cube Control directement branché avec le QRA et le petit câble qui vient de l'intérieur de la PCB qui va se brancher sur le QRA, donc un petit câble maison. Donc le volant s'allume. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que le volant va rester centré pendant toute la session. Les éléments comme tout ce qui est décoration, voilà, button box et les shifters, on fera sans doute un petit peu de rallye juste après pour voir aussi. Tout l'élément d'habillage, lui, ne va pas bouger, donc les écrans ne bougent pas, je vous l'ai tout bien expliqué, je pense. Du coup, on a pas mal d'immersion.
les forces qu'on reçoit, c'est finalement avant tout ce qui est force G. Avec évidemment les passages de vibreurs, quelques petites, voilà, ça, j'espère que vous verrez hein, sur la caméra. Voilà, un petit peu de poussée vers la droite lié à la force G. Bon là, ce vibreur là, j'ai pas senti, celui de droite, je l'ai senti. Le vibreur. Je pourrais sans doute mettre un tout petit peu plus d'effet de roulis, mais ça me semble, en tout cas en l'état, ça me semble plutôt très bien. Voilà, complètement raté le freinage. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire un temps, hein. On est là pour un petit peu vivre l'expérience ensemble. Alors, c'est vrai que j'ai pas mis les éléments décoratifs de ce côté-là à cause de la caméra, donc raidillon. Donc voilà, projeté à gauche. Projeté à droite, plus bande rugueuse. Globalement, ce qu'on vivrait dans sa vraie voiture même, et dans la vie de tous les jours, quand on prend un petit peu des épingles, des virages, par chez moi il y a pas mal de virages un petit peu lents en montée ou en descente. Voilà, donc là, une petite tension qui se fait puisque je suis projeté légèrement vers l'avant. Donc c'est carrément super cool, hein, voilà. Et puis c'est quand même assez immersif, sans doute moins violent que des expériences qu'on peut vivre et que j'ai vécues hein, et que j'ai beaucoup aimé avec les écrans intégrés, donc un écran ou d'ailleurs trois. Hein. On a quand même pas mal d'infos sur la voiture. Alors sur mon premier test, ça roulait quand même un petit peu mieux que ça. Hein. Là, je vous parle en même temps. Maintenant, dépenser 5000 € pour simplement avoir si peu d'effets, et encore 5000 €, il faudra, comme je vous le disais, quasiment acheter un deuxième châssis pour la gestion du support base et des accessoires et finalement des écrans. Donc au lieu d'avoir ce qu'on appelle un wheel stand, donc finalement un support écran un peu donc séparé évidemment, mais qui est plutôt fixe, là il va falloir aller trouver des solutions pour réellement le solidifier. Je vous cache pas que là mon install c'est un petit peu à l'arrache, il y a moyen de faire mieux. On verra sur la caméra, mais je peux quand même un petit peu faire bouger finalement la base. Il y a un tout petit peu de jeu. Et donc, du coup, c'est la base et les écrans qui avancent. Voilà, là sur le dérapage, on a bien senti, j'ai bien senti le roulis qui a fait son boulot. Allez, le raidillon à nouveau. Bien bouffé quand même. Quelques petits mouvements de bosse, juste ce qu'il faut. À mon avis, avoir du motion sickness, donc un peu se sentir malade avec un tel système, ça m'étonnerait que ça puisse arriver puisque c'est assez léger hein, et peut-être même assez réaliste. Donc ça pose vraiment la question de ce que peut donner des seat movers, donc des déplaceurs de sièges simples. Le problème, c'est le tarif. Il y a quelques modèles par-ci par-là, mais qui tournent quand même à 3000 €, alors que 3000 €, on peut déjà s'acheter un système de VR1, donc soit du e-Racing Lab qui vont être quasiment les moins chers, ou on n'est plus très loin aussi du SR1 de Simrig, qui est sans doute très bien, vu que le SR3 est super cool, hein, clairement, vu que moi j'ai beaucoup aimé, et puis je vous en ai parlé dans la vidéo dédiée. Donc le problème d'un seat mover à 3000 balles, ça fait quand même assez cher hein, pour ne pas avoir en plus l'effet de levage qui va être quand même assez intéressant à mon avis.
et par rapport au boss, qui va par rapport un petit peu aussi au réalisme, par rapport à vos goûts personnels aussi, hein. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment réduit, mais peut-être que vous aurez envie de tester avec plus, même si on va se retrouver quand même bien décalé par rapport à la vue dans le cockpit. Donc si maintenant on a des seat movers qui tombent à 1500 € et j'ai entendu parler d'un produit, je vous montre ou je vous mettrai le lien de toute façon, à voir s'il va être réellement avec les taxes à 1500 €. Là peut-être qu'on a déjà un compromis performance-prix qui pourrait être vraiment assez intéressant, donc à suivre. Je vais essayer de me le procurer pour voir un petit peu ce que ça donne, mais voilà, se prendre le raidillon comme je suis en train de le prendre là, les gars, quand même, c'est assez génial. Je sens pas forcément le décalage, le mouvement des vérins au niveau de la partie pédalier, le fait que le pédalier bouge un petit peu aussi, ça me gêne pas. Mais très intrigué quand même, parce que pourrait donner quand même un simple seat mover quand même, hein, du fait de ce test, hein, qui est quand même assez positif, mais qui interroge aussi en même temps. Donc voilà, bon après je crois que je vais quand même rester un petit peu dans cette config tant que j'aurai le SR3 à la maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura intéressé, peut-être donné des idées dans votre futurs achats et votre future installation de simulateurs ou de simulateurs dynamiques. On n'oublie pas que dans les commentaires, on peut discuter de ces différentes installations et de vos ressentis, ou peut-être d'autres types d'installations que j'ai oubliées. Et si vous avez des avis aussi sur les seat movers, on n'oublie pas aussi de mettre un petit commentaire et participer à cette grande discussion. Je remercie une nouvelle fois Steph Gamer de m'avoir prêté le Simrig SR3, qui est vraiment une belle bête, hein, vraiment je recommande. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, et on a un code de réduction de 5% si vous voulez acheter du matériel chez Steph Gamer, donc du matériel Simrig, ou du matériel de chez Moza, ou enfin ce que vous voulez. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!